Et donc je laisse la parole maintenant à la première table ronde et à ses intervenants. Bonjour mesdames, messieurs, chers collègues. Ça va quelques mots pour donner la parole à ce panel, aux membres de ce panel, pour rappeler qu'au total, dans cette journée, ce sont, si je ne me trompe pas, 10 laboratoires qui sont représentés et pour la matinée. 6 laboratoires, le TEMOS, tant des sociétés, principalement réunis sur des historiques, le laboratoire réseau, espace et société, donc pour géographie, le CREA, le centre de recherche en archéologie, archéosciences, histoire, donc, voilà. Mais outre les SHS, pas nécessairement dit tout à l'heure, vous avez également des représentants des langues, de la littérature et de la linguistique avec le 3LAM, donc langue, littérature, linguistique, Le Mans et Angers, des sociologues également avec le laboratoire Sens, le centre nantais de sociologie, et puis sont également représentés pour cette matinée l'unité de recherche, le centre de recherche en histoire internationale et atlantique. Au-delà des institutions, il y a des hommes et des femmes. Et donc, je voudrais simplement rappeler, après avoir fait un peu le tour de tous les laboratoires et de tous les sites de laboratoires, que sont représentés aujourd'hui, sur l'ensemble de notre journée, environ 1500 personnes associées à la recherche, c'est-à-dire plus de 800 chercheurs, statut représentés, titulaires, maîtres de conférences, professeurs, émérites, chercheurs associés, etc. Environ 400 doctorants. Et alors je les cite, d'ailleurs ça peut être une incitation à être appliquée, plusieurs dizaines de personnels techniques. Les chiffres ne sont pas précis sur les sites des laboratoires, et peut-être que ça pourrait être aussi une manière de reconnaître davantage leur travail. Donc vous voyez, 1500 personnes, qui est assez considérable, des chercheurs donc bien inscrits dans le paysage de la recherche, à la fois aussi, non seulement par leurs travaux, mais par leurs expertises et le rôle qu'ils jouent dans leur valorisation. Pour les programmes qui vont être présentés ce matin, évidemment, tous sont interdisciplinaires et plusieurs sont clairement inscrits dans le territoire puisqu'ils sont financés par la MSH Ange-des-Pins. Je citerai notamment pour les projets en jeux sociétaux 2022, donc Murus, dont on va parler tout à l'heure, donc sur le projet autour du classement de l'enceinte romaine du Mans, mémoire, archives et transmission des objets militants en Pays de Loire, qui a également obtenu un financement pour les enjeux sociétaux en 2022, et puis un projet qui a obtenu un financement amorçage en 2021, qui sera évoqué aussi tout à l'heure, le projet Hésiode, dirigé par William Pilot, histoire et épistémologie des savoirs et des idées aux origines de l'écologie. Alors, je vais donner la parole à mes collègues en précisant que je vais être le gardien un peu du temps qui est limité, donc 10 minutes environ chacun, de telle manière à ce qu'on ait une présentation sur à peu près 1 heure de l'ensemble des projets, et puis ensuite ça nous laissera le temps de 25 à 30 minutes d'échange, de questions provenant à différents sites. Voilà, donc on va commencer tout de suite donc, par le premier projet, qui est présenté donc, par Yves Denecher, sur le pôle universitaire ligérien d'études sur l'enfance et la jeunesse, Enjeu. Yves Denecher est professeur d'histoire contemporaine à l'université d'Angers, directeur du laboratoire TEMOS. Ses travaux croisent à la fois l'histoire transnationale, l'humanitaire, l'enfance, les femmes et le genre, principalement au XXe siècle et jusqu'à nos jours. Et parmi ces travaux récents, on peut citer sur la dimension transnationale de l'enfance, l'ouvrage Des enfants venus de loin, histoire de l'adoption internationale en France, paru chez Armand Collin en 2011. Il a également dirigé un travail sur le droit des enfants, co-dirigé avec David Niger sur le droit des enfants au XXe siècle, et dirigé également un ouvrage sur les enjeux post-coloniaux de l'enfance et de la jeunesse. Il coordonne le programme de recherche pluridisciplinaire Enjeux, enfance et jeunesse. Et je lui laisse donc la parole pour environ 10 minutes. Merci Stéphane. Tout le monde m'entend, c'est bon? Merci pour ta présentation. Donc, je vais vous présenter en quelques minutes le pôle universitaire ligérien d'études sur l'enfance et la jeunesse, donc qui n'est plus un programme.
Je remercie la MSH pour l'organisation de cette journée. Et ce pôle universitaire ligérien d'études sur l'enfance et la jeunesse, il prend la suite d'un programme qui relevait de l'appel à projet régional dynamique scientifique et qui avait pour but de structurer tout un champ de recherche avec la plus grande complétude possible en SHS. Ce programme, vous avez ici quelques indicateurs. Il a été mené de 2015 jusqu'en 2022. Il devait s'arrêter un peu plus tôt, mais Covid oblige. Il y a eu un petit prolongement sur celui-là aussi. Et j'insisterai sur 2 ou 3 indicateurs qui sont importants sur la thématique d'aujourd'hui, c'est-à-dire les SHS sur leur territoire. C'est que ce programme, largement financé par la région des Pays de la Loire, à hauteur d'1 500 000 € des 3 universités à hauteur de près de 400 000 €, et bien plus si on compte, j'allais dire, toutes les aides qui ont été apportées aussi à ce programme, a été donc agréé par la MSH Ange-Guépin. Et je rappellerai, j'ai envie de dire, presque la généalogie de cette affaire, c'est qu'en 2012 ou 2013, la MSH avait financé un tout petit projet, je crois qu'il y avait 1 500 € à l'époque, qui s'appelait Enfance et Jeunesse. Et c'est cette première pierre qui, en quelque sorte, a permis ensuite ce développement-là. En 5, 6, 7 ans, nous avons structuré ce champ, puisque en commençant, personne ne savait qui faisait quoi dans les autres universités sur l'enfance et la jeunesse, et sur une université, personne ne savait ce qui se passait dans l'autre laboratoire ou parfois dans le bureau d'à côté. Donc on a fait une vraie structuration à l'échelle du territoire de nos 3 universités, mais à l'échelle évidemment régionale. Il y a eu un effet levier très important. Vous voyez une vingtaine de projets financés obtenus à l'Europe, à l'ANR ou à l'échelle nationale. Je pense notamment aux appels à projets de certains ministères. Donc un gros effet levier et beaucoup de partenaires. Vous voyez une 50aine de partenaires institutionnels, associatifs. Je ne peux pas les citer tous ici, mais aux échelles locales, régionales, nationales. Je pense notamment aux villes, aux agglomérations, aux départements, à la région elle-même évidemment, mais aussi... Et vous voyez, il y a une ligne consacrée aux actions de valorisation, et j'irai même plus loin que ça, aux actions parfois de dissémination, d'innovation sociétale sur l'enfance et la jeunesse. Et on a travaillé aussi beaucoup avec des entreprises, j'allais dire, de notre région. On est un partenaire privilégié avec le cluster d'entreprises, notamment Novachild. Donc, voilà un petit peu d'où on est parti. Aujourd'hui, le pôle universitaire ligérien d'études sur l'enfance et la jeunesse a été créé en 2022 par une convention de consortium entre nos 3 universités et la MSH Ange-Guépin. Et vous voyez un peu sur la diapositive son écosystème de ce pôle, avec finalement 3 mots qui ressortent souvent et qui ont déjà été mentionnés par les différents intervenants d'aujourd'hui. C'est-à-dire, vous voyez en bas de cette diapositive, 3 chaires de recherche et d'innovation qui ont été créées et qui sont soutenues par chacune des 3 universités. Vous voyez à gauche tout ce qui relève du développement des formations, et on est à l'articulation entre la recherche et la formation. Et notamment, on est en train de créer un master études sur l'enfance et la jeunesse, qui sera le premier master avec cette mention qui est créée tout exprès et validée par les ministères en France. Et puis aussi, on a créé une spécialité études sur l'enfance et la jeunesse en doctorat. Pour l'instant, elle n'est que dans le DSTT, mais j'espère qu'elle pourra peut-être s'inscrire dans d'autres écoles doctorales. Et puis, vous avez à droite un axe enfance et jeunesse de la MSH Ange-Guépin, l'un des 5 axes de la MSH, avec 6 orientations thématiques qui sont en développement et qui ont été construites pendant la fin du programme en jeu, avec un cabinet, j'allais dire, d'audit et de perspective, le cabinet CMI. Et je pense que c'est très important de faire passer ce message qu'il faut aussi qu'en SHS, on travaille avec ce genre de cabinet, qui n'est pas réservé aux sciences dures, aux gros programmes européens ou je ne sais quoi. Ça nous a drôlement aidé pour structurer l'ensemble et faire passer en jeu, si vous voulez, d'un programme de recherche
très important, avec, vous avez vu, 12 laboratoires, une centaine de chercheurs impliqués, etc., à ce pôle qui est structuré, vous voyez, d'une manière rationnelle. Pour développer les activités de ce pôle, il faut une équipe et j'ai envie de dire on l'a. J'insiste sur le fait que ces ressources humaines, eh bien, ça a un coût important, et que pour l'instant, eh bien, c'est la région des Pays de la Loire, via la MSH pour une partie, et l'Université d'Angers, qui assure le financement de ces 3 postes à plein temps, qui sont absolument indispensables pour pouvoir animer l'ensemble de la structure que vous avez vue sur la diapo précédente. Et en SHS, on a aussi besoin, évidemment, de moyens humains. C'est tout à fait indispensable. Et on peut s'appuyer, évidemment, aussi sur les ressources humaines des laboratoires les plus impliqués dans ce pôle. Et puis aussi, évidemment, de la MSH, avec tout le volet numérique qui est évidemment très important pour nous. Cet axe de la MSH, je vous ai remis ici les différentes thématiques qui sont en développement, avec les animateurs de ces thématiques qui vont participer donc à l'animation aussi de la MSH. Nous sommes en relation dans nos recherches, je passe tout de suite à la diapo suivante. Nous sommes en relation dans certains de ces projets de recherche avec beaucoup d'acteurs territoriaux. Je pense au projet GESP et Biencal, par exemple, bien-être de l'enfant et qualité de l'accueil, où évidemment on a du côté de la PMI, du côté des services de l'enfance des départements, des villes, des acteurs locaux, territoriaux, qui sont évidemment très intéressés par le croisement entre recherche et innovation sociétale, parce qu'en SHS, l'innovation est là, elle est bien présente. Nous, on l'a, j'allais dire, expérimenté à de nombreuses reprises depuis 2015, notamment quand on crée une mallette pédagogique spécifique, quand on crée un doudou qui va aider à la réadaptation de certains handicaps chez l'enfant, etc., on est bien dans l'innovation, de la vraie innovation, et cette innovation, avec tout son volet sociétal, elle est essentielle et elle doit évidemment être reconnue. Et puis on a obtenu cette année une chaire de professeur junior en Child Studies qui va renforcer considérablement le potentiel aussi de recherche du pôle. Je vous présente très rapidement 3 diapositives sur les 3 chaires qui va me permettre de vous présenter quelques articulations, là encore, avec le territoire. La chaire du Mans, qui est portée par Nathalie Prince, est engagée dans un projet de maison de la littérature de jeunesse francophone au Mans. Donc, vous voyez, on est vraiment dans cette logique-là. Je vais vite, je suis désolé, mais je ne veux pas dépasser. Quand le premier dépasse, tous les autres dépassent après. Donc, la chaire de Nantes, dont le titulaire est Fabien Bacrot, a développé un conseil participatif des enfants et des jeunes où les enfants et les jeunes sont des acteurs qui co-construisent la recherche avec les chercheurs. Et donc là, on est dans des expérimentations tout à fait intéressantes. Et puis, vous verrez sur cette diapo, il est question du CHU de Nantes, il est question de Polytech, il est question du conseil départemental 44, de l'observatoire départemental de la protection de l'enfance, etc. Et c'est à peu près la même chose pour la chaire ici angevine, où on a créé aussi beaucoup de ponts. C'est le cas aussi un peu avec la chaire précédente, mais avec la santé. Et sur la dernière ligne, ou l'avant-dernière ligne, voilà, il est question de Réseaupédia. Réseaupédia, c'est le réseau de tous les pédiatres des Pays de la Loire, des 5 départements, et de toutes les maternités des Pays de la Loire. Et là encore, depuis le début, depuis 5 ou 6 ans, on travaille avec Réseaupédia. Donc vous voyez, Réseaupédia d'un côté, c'est la santé, Novachild, les entreprises qui travaillent sur l'enfance et la jeunesse, etc. Et puis, Enjeu, avec cette approche de recherche en SHS, on est en train de créer un écosystème régional, si vous voulez, qui est assez unique objectivement, avec des formations qui sont uniques, et puis aussi avec des recherches très interdisciplinaires, pluridisciplinaires, entre
SHS et puis aussi interdisciplinaire avec d'autres domaines. Je pense aussi aux sciences de l'ingénieur sur un certain nombre de nos innovations. Beaucoup de sciences participatives ont été développées aussi dans le cadre d'enjeux. Tous chercheurs et toutes chercheuses, eh bien, c'est un projet financé par une AMI de sciences participatives de l'UA qui fait que des élèves, vous le voyez, d'une MFR, d'une maison familiale rurale, d'un lycée professionnel, d'un lycée général, eh bien, regardent ce que les chercheurs d'enjeux font, produisent, ils choisissent une thématique qui les intéresse et avec Report Cité, qui est une association d'éducation aux médias, eh bien, ils vont eux-mêmes diffuser en quelque sorte les résultats de cette recherche. Le Conseil participatif des enfants et des jeunes à Nantes, j'en ai déjà un petit peu parlé, et puis on est en train de lancer, ce sera pour la fin 2023, un Open Lab, Jeunes, Engagement et Transition sociétale et environnementale. Là encore, il s'agit de faire en sorte que des jeunes participent avec des chefs d'entreprise, avec des élus et avec des chercheurs à une réflexion sur un projet, sur une question qu'ils vont choisir pour aboutir à des réflexions et surtout des propositions tout à fait concrètes qui ne sont pas du tout, j'allais dire, vaporeuses. Et donc, on a expérimenté ça lors du festival Enjeux qui, en novembre 2022, a réuni plus de 1200 personnes au quai ici à Angers et qui a permis véritablement d'ancrer aussi encore plus le pôle dans son territoire, parce que je vous montre quelques photographies. Voilà, c'était ça, le festival Enjeux. Hein, c'était pas que des chercheurs, c'était des chercheurs qui ont travaillé avec des enfants, qui ont mené des ateliers avec de nombreux enfants. Et notre objectif, eh bien, c'est de continuer dans cette voie-là, c'est-à-dire développer la recherche sur l'enfance et la jeunesse en interaction avec la santé, les sciences de l'ingénieur et d'autres disciplines pour produire de l'innovation sociétale et développer des formations qui répondent aux besoins du secteur et donc aux besoins aussi du territoire. Merci beaucoup en tout cas pour votre écoute. Voilà, on a déjà une présentation qui nous montre à la fois l'ancrage territorial, les liens entre les différents laboratoires qui sont bien plus nombreux et au-delà de ceux que j'ai cités pour commencer. On va poursuivre maintenant avec la présentation donc, de l'Atlas social du Mans, projet donc, qui est porté par Arnaud Gasnier, Sébastien Gonnet et Guillaume Bailly, donc, qui est présent. Ça passe. Guillaume Bailly donc, va exposer cet atlas. Je présente simplement les co-porteurs du projet dans l'immédiat. Donc, Guillaume donc, est maître de conférence en aménagement de l'espace et urbanisme, dont les travaux s'inscrivent dans le champ de la géographie politique, de l'aménagement de l'espace et de l'urbanisme. Et il travaille notamment sur la transition socio-écologique des territoires et la gouvernance territoriale. N'est pas présent aujourd'hui, mais évidemment représenté par Guillaume, donc Arnaud Gasnier, qui est professeur en aménagement de l'espace, dont les travaux portent sur la place du commerce dans la fabrique de la ville et de la centralité. Il est également présent et expert auprès de nombreuses institutions, le Mans Métropole, le Pays du Mans, les chambres consulaires, la direction départementale des territoires et j'en passe, mais ce qui montre aussi combien de nombreux chercheurs de la MSH Ange des Pins et des différents laboratoires sont inscrits au-delà de leur ancrage universitaire et académique sur des expertises territoriales. Et puis, le projet est également porté par Sébastien Gonnet, ingénieur d'études en sciences de l'information géographique au sein du laboratoire ESO. Et donc, je vais céder la parole à Guillaume Bailly. Bonjour à toutes et tous. Je suis bien sûr ravi d'être parmi vous aujourd'hui pour vous parler d'un atlas social qui s'inscrit dans une dynamique collective. Hein, les collègues angevins ici présents s'inscrivent également dans cette dynamique. On parlait effectivement de saut d'échelle, de changement d'échelle. On est typiquement dans une dynamique pluridisciplinaire également, avec de nombreux chercheuses et chercheuses qui participent également à cette dynamique d'atlas. Donc effectivement, l'Atlas social du Mans, comme je le disais, s'inscrit dans une dynamique collective. Et bien évidemment,
Je représente un laboratoire de recherche qui est multisite, qui s'inscrit à différentes échelles, différents sites, Caen, Le Mans, Angers, Nantes et Rennes. Et donc, l'objectif de ces atlas sociaux, puisqu'il s'agit vraiment d'un collectif, est de comprendre, de s'inscrire dans une compréhension des changements qui s'opèrent à l'échelle des sociétés et sur différents territoires. Donc, l'UMR à laquelle j'appartiens, c'est environ 250 chercheuses et chercheurs, des doctorantes et des doctorants, et aussi effectivement du personnel de soutien qui concourt activement à la réalisation de ces atlas. Pourquoi ces atlas? Pour diffuser effectivement des connaissances scientifiques auprès du grand public. Nous sommes des chercheuses et chercheuses qui sont ancrées sur leur territoire, qui travaillent bien souvent en lien avec des collectivités, qui travaillent en lien avec des habitantes et des habitants. Donc tout ceci, je dirais, fait sens, puisque nous contribuons activement aussi à la réflexion, à la construction de ces territorialités qui se dessinent. Je crois que tout à l'heure, Gérald Billard parlait d'espace, et l'espace n'est pas qu'un artefact. Le territoire résulte d'une construction sociale. Donc on est effectivement dans une optique de mise en débat, d'éclairage, et l'objectif c'est vraiment de fournir des clés de lecture aux citoyens de ce qui se passe dans nos territoires. Et j'aime assez le mot coopération, puisqu'on n'est pas nécessairement dans des affrontements et dans de la géopolitique, mais on est aussi dans les constructions sociales, avec des échanges, avec des pluralités de discours. Et là, effectivement, notre objectif est d'apporter une approche scientifique et de pouvoir discuter de faits avec la société civile, avec tout un chacun finalement, puisque derrière la notion de territoire se cache la notion aussi d'affect. Et l'idée, c'est justement de pouvoir faire découvrir aux gens qui parcourent ce territoire au quotidien, eh bien, différents éclairages sur plusieurs thématiques qui peuvent les concerner vraiment au quotidien. Ça peut être effectivement l'économie, la politique, le sport, le patrimoine, autant de champs qui peuvent intéresser les gens avec des événements. Je crois que la notion d'événement est assez importante aussi à intégrer, puisque au regard de l'actualité, les chercheuses et les chercheurs vont pouvoir aussi rebondir sur cette actualité pour proposer des planches. Aujourd'hui au Mans, il est question effectivement par exemple du centenaire des 24 heures. Eh bien, nous verrons peut-être que, et c'est sûr, nous aurons sûrement des planches qui viendront coller à l'actualité. C'est aussi l'esprit, je dirais, qui nous anime. Donc, qui participe à l'Atlas? La volonté, c'est d'ouvrir sur un panel très large d'acteurs, surtout d'être dans cette discussion, dans cette démarche commune, et de fédérer tout autour de nous dans cette démarche pluridisciplinaire. Donc nous avons des collègues géographes, bien entendu, qui travaillent pour la démarche, aménageurs, muséologues, des gens qui sont spécialistes du patrimoine, des collègues dans le champ du sport. L'idée, c'est vraiment de créer, je veux dire, un écosystème et de fédérer un maximum d'avoir vraiment un terreau de personnes qui viennent contribuer à cet atlas. Donc l'occasion aujourd'hui ici de communiquer, c'est surtout aussi de dire venez, contactez-nous et nous pourrons essaimer et offrir encore plus de planches à lecture pour le grand public. L'idée aussi, c'est d'être dans une approche, je dirais, de l'Atlas qui est un peu dépoussiérée, de sortir l'Atlas de la bibliothèque. L'Atlas, on en a tous lu, un Atlas, c'est un objet plutôt agréable, l'Atlas papier, on le parcourt avec plaisir, on a des images qui nous transportent sur les territoires, on a des textes qui permettent de les décrire, on a des photographies de terrain, mais là, c'est de le sortir vraiment de la bibliothèque et de le placer vraiment dans une dynamique très, très actuelle, de le relier aussi à tous les réseaux sociaux pour diffuser, et puis d'avoir aussi des feedbacks pour avoir des retours, effectivement, des gens qui me disent ah, bah, peut-être que cette planche-là, elle est intéressante, elle m'a interpellé, je peux poser aussi telle question. Donc on est vraiment là pour essayer d'être dans une mise en débat, en tout cas d'être très ouvert
par rapport aussi à cette diffusion. Et d'ailleurs, on tient à dire qu'on était, je dirais, agréablement surpris aussi de l'accueil qui a été réservé pour ce début, on va dire, de communication. Et on remercie bien évidemment aussi nos services de l'université d'avoir été à nos côtés pour permettre ce début de diffusion. Et on espère qu'au regard des planches qui vont être publiées, on aura effectivement, je veux dire, un ancrage territorial sur le temps long, puisque cette Atlas, c'est aussi, je pense pour nous, un moyen d'être aussi dans une logique d'observatoire. Pour toutes les chercheuses et les chercheurs, c'est aussi un moyen de donner à voir ce qu'on fait au quotidien et puis de donner à lire. Et d'aller voir aussi, je pense que cet outil est assez intéressant parce qu'il décloisonne. Il est facile d'aller voir ce que font les collègues. Il est facile de discuter en pluridisciplinarité avec les collègues et d'aller sur le terrain, par exemple, en ce qui me concerne, avec différents collègues. Ça m'a permis une ouverture beaucoup plus facile autour d'un objet concret sur des thématiques de terrain. On le verra, la transition sera facile avec Estelle Bertrand tout à l'heure, avec des exemples très très concrets qui vont jusqu'à aller effectivement chercher les citoyennes et les citoyens autour de projets de sciences participatives très concrètes et qui donnent sens à vraiment tout ce qu'on fait avec cette visibilité. Donc c'est vraiment l'objet d'une vitrine à destination du grand public, je pense, pour aussi sortir et permettre de dire à nos étudiants, voilà ce qu'on est aussi capable de faire nous, voilà ce que vous êtes capable de produire, et voilà sur les planches par exemple qui sont ici en vignette, ce qu'on peut faire sur le plan cartographique. Et on remercie effectivement Sébastien Baudet d'être extrêmement actif et à l'écoute aussi des enseignants-chercheurs pour proposer des planches. C'est-à-dire que si on n'est pas cartographe, la carte est un excellent moyen d'entrée effectivement pour communiquer auprès du grand public, mais j'ai envie de dire pas seulement. C'est-à-dire que les photographies de terrain, des vidéos, caméra au point, permettraient aussi, bien entendu, de donner à voir aux citoyens de ce qui peut s'opérer, se passer, je dirais, au coin de la rue. Parce que c'est aussi ça qui est intéressant, je dirais, en sciences sociales, c'est d'aller à la rencontre, effectivement, de nos publics qui nous apportent aussi, bien évidemment, énormément de connaissances. Tout à l'heure, il était question de capacitation. Et bien entendu, chacun sait faire quelque chose. Chacun a un regard qu'il porte sur la ville. Chacun a quelque chose à dire. Donc, finalement, c'est un moyen de faire, de relier des connaissances qui remontent du terrain, de la connaissance vernaculaire, et puis aussi c'est un moyen d'exploiter, et c'est pour ça qu'on le voit, les bases de données. On sait qu'aujourd'hui, la donnée, c'est le nerf de la guerre, si je puis dire, mais c'est aussi un moyen de coopérer et de pouvoir observer de nouveaux phénomènes et de les diffuser largement grâce aux réseaux sociaux. Donc l'exploitation de différentes bases de données, qu'elles soient en open data, qu'elles soient, je dirais, moulinées par différents utilisateurs, ça permet aussi d'objectiver, donc d'être dans l'objectivation du discours et de prendre de la hauteur pour avoir finalement des méthodologies en sciences sociales qui s'appuient sur des faits et des faits qui servent de base à une discussion et on peut débattre derrière. Parce qu'effectivement, il n'y a pas qu'une vérité. Et cette mise en débat, je trouve qu'elle est assez intéressante en sciences sociales parce que ça confère toujours cette légitimité aussi aux enseignants-chercheurs en tant que, je dirais, cette capacité aussi à mettre en débat, à éclairer et avec en partenariat aussi avec, je dirais, tout l'écosystème des collectivités sociales, des collectivités territoriales, de pouvoir discuter et de mettre en lumière ce qui se passe au niveau de l'actualité très très concrète. J'en finis avec une petite présentation des 14 planches actuelles qui ont été mises en ligne. C'est un démarrage. L'Atlas nantais, notamment, il y a environ, je crois, une centaine de planches. Sur le site de Caen, c'est également le cas. Sur le site d'Angers, ça démarre. Sur le site de Rennes, ça démarre aussi.
Donc, effectivement, notre actualité, on est sur actuellement à peu près une planche qui va être parue tous les 10 jours. Et puis, c'est pour ça que, au-delà de cette première dynamique, on est ici aussi pour dire, venez, contactez-nous. Si vous avez effectivement des propositions à nous faire, on serait ravis de pouvoir essaimer plus largement et d'étendre, je dirais, encore davantage le collectif de chercheuses et chercheurs qui se mobilisent avec nous. Eh bien, j'en ai fini et je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, Guillaume, pour cette présentation voilà, de ce projet collaboratif. On va poursuivre par un autre projet à la fois de sciences participatives et de collaboration entre les différents laboratoires et institutions, collectivités territoriales. C'est le projet donc MURUS, qui est coporté par Estelle Bertrand, maîtresse de conférence HDR d'histoire antique, qui est spécialiste historien romain Cassius Dion, mais qui a également signé deux beaux ouvrages généraux sur l'Empire romain, gouverner un empire romain de Trajan à 410, et puis comme co-porteuse de ce projet du CREA, il y a également Élodie Salin, maîtresse de conférence en géographie, associée au laboratoire réseau, qui non seulement évidemment fait des recherches sur dirige une équipe interdisciplinaire, mais également est aussi experte auprès de nombreuses institutions et en particulier membre de l'ICOMOS France depuis 2016. Elle a travaillé avec un autre collègue de géographie, Vincent Andreboussu, sur les plages du débarquement. Donc je vais laisser la parole à Estelle Bertrand qui présente aujourd'hui ce projet. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup Stéphane Tison de m'avoir donné la parole. Merci à tous de nous donner l'opportunité de présenter ce programme, ce projet de recherche intitulé MURUS, Muraille romaine à l'UNESCO et société, que nous porte donc avec Élodie Salin pour le laboratoire ESO. Alors, c'est un projet de recherche qui est aujourd'hui en fait lauréat de l'appel à projet de la MSH enjeux sociétaux, mais qui s'inscrit déjà dans une recherche assez longue qui a vu le jour dans un contexte assez favorable, c'est-à-dire le début de la candidature UNESCO de l'enceinte romaine du Mans, portée par la ville du Mans depuis 2016. Effectivement, cette nouvelle démarche pour inscrire en fait ce monument à l'UNESCO, qui est toujours en cours, a suscité une réflexion approfondie pour s'insérer en fait dans un contexte UNESCO particulièrement complexe, puisque la France était et aujourd'hui l'un des pays les mieux dotés en biens UNESCO. Cette démarche a aussi généré la constitution d'un comité d'experts pluridisciplinaires, donc à savoir des historiens, des géographes, des archéologues, pour essayer de comprendre et évaluer en fait la valeur universelle exceptionnelle de ce bien. Et pour ce faire, nous avons dû engager une démarche d'analyse comparative pour essayer de témoigner en fait de l'exceptionnalité de l'enceinte romaine du Mans. Et dans le même temps, eh bien, la ville a également entrepris une rénovation urbaine qui a favorisé en fait de nouvelles découvertes concernant une enceinte qui était déjà bien connue par les historiens et les archéologues, puisqu'elle avait bénéficié d'un certain nombre de travaux à la fois au XIXe siècle et plus récemment dans les années 80, avec une thèse soutenue en 98 à l'Université du Mans, mais qui a permis en fait d'ouvrir de nouveaux champs et de préciser un certain nombre d'éléments. Si bien qu'a été constitué en parallèle un programme collectif de recherche, entre 2018 et 2021 pour alimenter la connaissance du monument. Et nous avons aussi bénéficié de programmes structurants pour essayer de réfléchir
non seulement à l'aspect historique de la connaissance du monument, mais aussi à la manière d'en assurer la médiation et la valorisation auprès du public, puisqu'aujourd'hui, aucune candidature UNESCO ne peut se faire sans l'adhésion du public et notamment de la population à la démarche. Une thèse a déjà été donc a vu le jour en co-tutelle entre Le Mans Université et Rome, l'université de la Sapienza, que je co-dirige donc avec une collègue architecte de Rome, et pour réfléchir au processus en fait de patrimonialisation de cette enceinte romaine. Ce contexte a favorisé donc cette réflexion émergente sur l'enceinte romaine comme un objet patrimonial et touristique, a permis aussi à l'équipe en fait de se rencontrer, de commencer à travailler de manière collaborative et d'échanger sur les différentes méthodes et de répondre en fait à une attente de la municipalité. Un premier projet a vu le jour, je vais aller un petit peu plus vite, mais simplement pour vous retracer le cheminement. Tout à l'heure, Yves Dénécher, je crois, a parlé d'une jeunesse d'un projet en 2014 pour en arriver à ce pôle universitaire aujourd'hui. Et je crois que nous aussi, on est dans cette démarche sur un temps relativement long, avec donc un premier projet Muma Tourisme qui a été soutenu par le GIS touristique porté par l'Estuade d'Angers, qui a permis en fait de confronter les méthodes et les résultats et de construire véritablement cette équipe pluridisciplinaire avec à la fois des historiens du patrimoine antique, c'est-à-dire c'est MICA évidemment, des architectes, des géographes spécialisés dans le patrimoine et dans le tourisme, des archéologues et des historiens urbanistes. Ce premier projet était un projet tremplin qui effectivement avait pour objectif de répondre à un nouvel appel à projet pour, disons, s'épanouir. Et ce projet tremplin a donné lieu à un certain nombre de travaux. Nous avons donc pu, au cours de ce premier projet, consolider nos liens à la fois avec les collègues à l'échelle régionale et nationale, mais aussi avec nos partenaires étrangers, puisque dans le cadre de l'analyse comparative nécessaire à mener, nous avons entrepris un rapprochement avec donc, Rome, je l'ai dit, et aussi avec Lugo, qui a été inscrite à l'UNESCO en 2000. Donc les principaux résultats ont été de consolider donc, le réseau, je le disais, d'associer également les associations, c'est-à-dire les acteurs sur le territoire de la valorisation de ce patrimoine encore relativement méconnu et oublié, de proposer plusieurs publications scientifiques et notamment de contribuer à l'exposition dont vous avez sans doute entendu parler, Objet du mur, l'enceinte romaine du Mans, qui vient de s'achever. Et puis, un nouvel enjeu, ça a été en fait de découvrir les attentes des habitants. Parce que Covid oblige, nous avons mené des enquêtes, non pas en physique, mais en ligne, auprès des habitants et des touristes. Et le retour en fait, de ces enquêtes nous a montré la forte attente en fait, des habitants pour participer de manière plus activement à la démarche de candidature. Et le nombre de répondants qui ont laissé leur mail pour être contactés éventuellement pour participer aux travaux, eh bien, nous a surpris et nous a permis d'orienter ce programme vers une démarche de sciences participatives qui permettrait d'intégrer en fait, les habitants à la réflexion. D'où le projet Murus, donc ce projet muraille romaine inscrite à l'UNESCO et société pluridisciplinaire et internationale, qui s'est enrichi de nouvelles disciplines, puisque nous avons désormais également des juristes spécialistes en droit du patrimoine, notamment de l'Université d'Angers, des anthropologues, et nous avons également élargi à des historiens contemporanéistes, spécialistes du patrimoine, notamment Stéphane Tison, ici présent. Nous bénéficions également du soutien national de la ville du Mans, qui est extrêmement précieux parce que ça nous permet d'accéder, d'être en prise en fait, avec les politiques publiques en direction du patrimoine et d'avoir accès à toutes ces données qui sont générées par les différents services
pour essayer de comprendre en fait le devenir de ces enceintes. Et nous bénéficions bien sûr de soutien financier pluriel, ce qui nous permet, donc on est passé en fait, pour vous donner un ordre de grandeur, d'un projet humatourisme qui tournait à un peu moins de 10 000 euros en cofinancement à un projet actuel qui bénéficie donc de un peu plus de 70 000 euros de financement avec une subvention de la message de 22 000 euros et une subvention de la ville du Mans et bien entendu tous les leviers financiers de l'Université du Mans et des universités partenaires. Alors les objectifs de ce nouveau programme sont à la fois d'interroger les enceintes romaines tardives, c'est-à-dire ces enceintes urbaines qui appartiennent à une période de transition dans l'Antiquité et de reconstruction en fait du pouvoir impérial entre le 3e et le 5e siècle de notre ère, interroger ces enceintes romaines tardives aujourd'hui comme un paradigme des enjeux de la labellisation UNESCO dans la valorisation patrimoniale et touristique des villes contemporaines, sachant que ce sont des objets, des monuments qui sont particulièrement bien inscrits pour certains d'entre eux dans le paysage urbain contemporain et qui participent en fait de l'aménagement des villes contemporaines. Et puis le deuxième enjeu, c'est d'interroger le regard des habitants sur ces enceintes romaines inscrites à l'UNESCO pour penser à la fois la place des habitants dans ces candidatures, mais aussi associer en fait les habitants aux enjeux de la sauvegarde et de la médiation de ces enceintes. L'objectif, même si ce n'est pas impératif et imposé par ce projet, et éventuellement de faire fructifier en fait cette collaboration dans le cadre d'un nouveau projet qui serait déposé à l'Agence nationale de la recherche pour faciliter surtout le financement de contrats doctoraux, voire de contrats de recherche postdoctoraux, ce que pour l'instant nous ne faisons pas encore tout à fait suffisamment, même si un projet a été déposé, j'y reviendrai. Donc on a 4 tâches sur lesquelles je vais passer tout de suite. Une tâche concernant la frise spatio-temporelle, qui est un enjeu important puisqu'elle nous permettra en fait de valoriser les résultats de nos enquêtes à la fois dans les archives mais aussi dans la mémoire collective sous la forme d'une frise chronologique, mais également spatialisée, donc avec toute une série de données intégrées dans un système d'information géographique. Vous en voyez là le prototype. Nous espérons le mettre en œuvre dans le prochain programme. La deuxième tâche consistait en l'organisation de recueil en fait, de la participation citoyenne, donc des ateliers participatifs. Le premier a déjà eu lieu, il a démarré doucement, de manière extrêmement fructueuse. La troisième tâche concerne la fabrique patrimoniale à l'aune de la médiation culturelle et scientifique et des documents d'urbanisme. Elle a également démarré avec un stage de Master 2 financé grâce au programme et nous espérons obtenir un contrat doctoral cofinancé puisque nous avons répondu à un appel à projet d'un contrat doctoral cofinancé par l'université et l'université d'Angers. Et puis, la quatrième tâche concerne l'analyse comparative avec nos partenaires étrangers. Et là aussi, nous avons désormais des liens avec les associations de défense des enceintes romaines à Rome et à Lugo. Nous nous rendons dans un mois pour assister au Festival international de reconstitution historique Argus. Les premiers résultats, ils sont déjà relativement nombreux et dont les planches de l'Atlas, une voire plusieurs planches de l'Atlas sociales suivantes nous offrent une opportunité donc, de publier les premiers travaux assez rapidement et en ligne. Merci beaucoup. Beaucoup Estelle, cette présentation, un projet à la fois ancré sur le territoire et animant la population également. Suivre avec un nouveau projet collaboratif intitulé donc Mémoire archives et transmission des objets militants au pays de la Loire, qui est co-porté par Séverine Misset, qui va donc maîtresse de conférence en sociologie à l'université de Nantes,
et directrice adjointe du Centre nantais de sociologie. Donc, parmi ces ouvrages, on peut noter notamment une introduction à la sociologie des organisations, chez Paulin en 2017, un tel spécialisme. Elle porte ce projet avec Patrice Marcillo, qui est professeur d'archivistique à l'université d'Angers, et qui lui-même a une expérience longue des territoires et d'un ancrage territorial, puisque dans une autre vie, il a été directeur de plusieurs archives départementales de l'Aisne, puis du Pas-de-Calais, puis du Loiret, et conservateur du patrimoine, avant de rejoindre l'université d'Angers. Et puis, le troisième co-porteur du projet est Paul Boulan, ingénieur de recherche au CNRS, au Centre d'histoire sociale du XIXe siècle. Il est membre du bureau de l'Association française pour l'histoire du travail. Et il a notamment publié le livre Des vies en rouge, militants, cadres et dirigeants du PCF. Je laisse la parole donc à Séverine Misset, sur Apt. Bonjour et merci pour cette présentation et surtout pour l'organisation de cette journée et cette invitation. Donc je suis là pour présenter le projet Matos en Pays de la Loire, puisque c'est ce que donne l'acronyme Mémoire, Archives et Transmission des objets militants. Donc au nom des trois co-porteurs du projet et puis de l'ensemble de l'équipe. Et j'en profite donc aussi pour remercier la MSH Ange-Guépin, puisque ça a été évoqué tout à l'heure. Le projet a été lauréat de l'appel enjeux sociétaux 2022-2024 de la MSH, ce qui nous permet un soutien financier qui nous permet de lancer ce projet qui, vous allez voir, est moins avancé que les projets qui ont été présentés précédemment, mais qui a pu démarrer grâce à ce soutien. Et puis aussi remercier plus concrètement les équipes, notamment à Nantes, qui sont d'un grand appui pour faire avancer ce projet. Donc le projet Mémoire, Archives, Transmission des objets militants en Pays de la Loire, en fait, il est né d'un double constat. Il y avait d'abord un constat du côté des pratiques professionnelles des archives qu'ils exercent dans des centres d'archives privés ou dans des services publics type archives départementales comme c'était le cas de Patrice avant. La séparation un petit peu théorique, les objets dans les musées et les archives dans les centres d'archives ne tient pas complètement dans les faits. Il y a des archives dans les musées et sont souvent sous-exploitées. Et puis pour ce qui nous concerne plus, il y a des objets dans les centres d'archives. Et le constat, pas complètement nouveau, mais un peu récurrent, c'est que ces objets posent des difficultés de prise en charge dans les archives. Concrètement, les archivistes ne sont pas formés à l'accueil, à la réception, à la collecte, à la documentation de ces archives, donc de ces objets, qui sont aussi des archives de notre point de vue, mais qui sont aussi des objets matériels, souvent en 3 dimensions. Ça pose des difficultés techniques de conservation, de cotation, de description, d'inventaire, de communication de ces objets en salle. Et puis ça pose des questions de périmètre professionnel, voilà, où s'arrête le travail de l'archiviste, où commence celui du muséographe. Et donc voilà, il y a des questionnements professionnels qui émergeaient, qui avaient fait par exemple l'objet des rencontres annuelles des archivistes départementaux en 2021. Et donc on a souhaité s'emparer de ces questions-là et de travailler sur la place des objets dans les pratiques professionnelles des archivistes. Et puis parallèlement, il y a un questionnement qui pourrait paraître plus théorique, mais qui en fait est très étroitement lié à ce premier questionnement. Il nous semblait que dans l'historiographie contemporaine, il y avait encore un manque sur la manière dont on peut raconter l'histoire, et nous en particulier l'histoire des luttes et des organisations, des causes, par les objets. Il y a des travaux sur l'histoire des objets, il y a des travaux sur l'histoire de la politisation par les objets, des travaux sur les usages militants des techniques, mais un relatif manque de travaux qui relèveraient d'une socio-histoire des cultures militantes par l'entrée matérielle, et donc d'une socio-histoire qui s'intéresserait à la connaissance des objets militants sur toute la chaîne, en fait, de la conception à la fabrication, à la circulation de ces objets, mais aussi du coup à la conservation et à leur éventuelle patrimonialisation. Et donc on trouvait qu'il y avait une façon de faire dialoguer ces deux axes de questionnement sur les pratiques professionnelles et sur l'historiographie des pratiques militantes.
Alors, qu'est-ce qu'il faut entendre par objet militant? C'est la question qu'on nous pose à chaque fois. Je vais vous passer les débats très très riches qu'on peut avoir à l'intérieur de l'équipe, mais une définition assez simple, ce serait les objets qui sont produits ou appropriés en contexte militant. Donc ça peut ressembler à des petits objets comme ça, un peu sur le mode goodies, des produits qui sont estampillés, mais ça peut être aussi des objets très artisanaux. L'exemple qui vient sans doute en tête assez vite, c'est la banderole dans une manifestation ou les pancartes. Donc on a des objets pièces uniques qui peuvent être produites dans le cadre de manifestations, dans le cadre de luttes, dans le cadre de grèves, de mouvements d'occupation par exemple, jusqu'aux objets manufacturés, produits en grande série, parfois des milliers, parfois des dizaines de milliers d'exemplaires dans certains cas. Donc c'est un éventail très très vaste d'objets auxquels on s'intéresse potentiellement. Alors, les porteurs du projet ont été évoqués, mais je vais resituer un petit peu l'équipe, la constitution en fait de l'équipe qui s'est faite au départ. Donc moi je suis membre du Centre nantais de sociologie, je suis sociologue du travail des classes populaires à l'origine, et puis je me suis progressivement tournée vers une sociologie des mobilisations, et on a une pratique de la sociologie au Centre nantais de sociologie qui est très inspirée de la socio-histoire, donc qui est très proche aussi des historiens, et aussi avec une attention assez forte aux dimensions donc historiques mais aussi territoriales des pratiques sociales. On est plusieurs du Centre nantais de sociologie à être investis dans ce projet. On a des camarades du laboratoire TEMOS, donc sur Angers et sur Le Mans, qui sont des historiens et aussi des archivistes, donc une spécialité à l'intérieur de l'histoire, spécialistes d'archives et spécialistes notamment des archives des mouvements sociaux. Et puis on a nos collègues parisiens de l'équipe du Centre d'histoire sociale des mondes contemporains, qui sont des spécialistes des mobilisations des mouvements sociaux. Et on a aussi dans l'équipe des apports, on va dire, un petit peu plus ponctuels sur de l'histoire économique, de l'histoire esthétique, parce que c'est aussi intéressant d'intégrer ça dans la réflexion sur les objets. Et puis, une des choses qui nous a beaucoup intéressé dans le cadre de l'appel enjeux sociétaux, c'est qu'il fallait ce lien avec des partenaires extra-académiques. Et en fait, ce lien, il nous était de toute façon indispensable. C'était pas simplement une contrainte de l'appel à projet, c'est que c'était indispensable pour faire le travail qu'on voulait réaliser. Et on était déjà en contact avec des structures d'archives. Donc le consortium de départ, il est en train d'évoluer parce que justement, un des enjeux du travail qu'on mène, c'est de faire un effet levier et de renforcer l'équipe qui travaille sur ces questions. Mais au départ, on a 4 structures qui se sont associées au projet, qui sont des structures privées, des structures publiques pour partie, donc 2 structures associatives qui sont le Centre d'histoire du travail à Nantes, qui est une structure chargée d'accueillir, de collecter, de conserver, de valoriser les archives du monde du travail ouvrier, paysan et des mouvements sociaux et de l'éducation populaire en Loire-Atlantique, mais aussi à l'échelle des Pays de la Loire. Et il y a aussi des archives qui sont même d'ampleur nationale, notamment sur les questions de syndicalisme paysan. On a une structure un petit peu similaire, mais de taille beaucoup plus restreinte, qui s'appelle le CDHMOT, donc le Centre de documentation sur l'histoire du mouvement ouvrier et du travail, qui est situé à La Roche-sur-Yon et qui fait un peu le même travail que le CHT, mais à l'échelle de la Vendée. Donc ces 2 structures sont des structures associatives qui conservent des archives privées, et du coup des objets dans leur fonds d'archives. On a comme 3e partenaire du projet les archives départementales de Loire-Atlantique, donc structure publique qui conserve essentiellement des archives publiques mais aussi des archives privées. Je reviendrai sur leur implication dans le projet après. Et puis une 4e structure qui est le Centre des archives du féminisme à Angers, qui est une association mais qui est hébergée par la bibliothèque universitaire d'Angers. Donc c'est un montage un petit peu particulier, et qui héberge essentiellement des archives privées puisque c'est des archives du féminisme. Donc voilà, avec à l'intérieur de ces 4 partenaires-là, eh bien, des professionnels des archives qui sont concrètement confrontés à cette question des objets dans leur pratique professionnelle, et donc des objets militants.
Et on a du coup décidé de développer le projet dans différentes directions. Donc, première tâche, c'est réaliser des inventaires documentés des objets militants qui sont présents dans les fonds des partenaires, mais aussi qui sont absents. Parce qu'en fait, un des constats qu'on fait assez rapidement sur cette question des objets militants, c'est qu'ils ne finissent pas tous, loin de là, dans les fonds d'archives. Il y a un certain nombre de filtres qui peuvent s'opérer et qui font que tous les objets ne rentrent pas forcément dans ces formes de patrimonialisation. Ça peut être pour des raisons d'attachement sentimental à certains objets. On a des témoignages, voilà, de gens qui viennent donner des archives, mais qui disent « Ah, mais ça je garde parce que voilà, c'est le souvenir de quelqu'un ou de quelque chose ou d'un événement. » Voilà, il peut y avoir aussi un autre filtre qui est plutôt au niveau des services d'archives qui vont se déclarer incompétents à prendre certains objets, notamment parce qu'ils posent des questions de conservation particulières, sont dans des matériaux qui vont mal supporter la conservation ou en raison de leur dimension aussi, ou de leur nombre. Ça peut y avoir plusieurs raisons. Donc, on va d'abord aller dans les fonds des partenaires. Il y a d'ailleurs deux étudiants du Master Archives d'Angers qui vont commencer des stages dans les structures partenaires pour aller voir ce qu'il y a, que ce soit au Centre d'Histoire du Travail ou au Centre des Archives du Féminisme. La réponse immédiate des archivistes était qu'il y a des objets, mais qu'ils ne savent pas bien combien ou qu'ils ne connaissent pas forcément l'histoire de ces objets, ni forcément même la manière dont ils sont arrivés dans les fonds d'archives. Une des normes professionnelles les plus importantes dans les pratiques archivistiques, c'est le respect de l'intégrité des fonds, et on s'aperçoit que justement l'arrivée des objets dans les fonds met souvent en difficulté cette norme professionnelle, et que les objets peuvent être retirés des fonds dans lesquels ils étaient et qui leur donnaient sens parfois et qui permettaient de les situer et de les documenter. Donc il y a un gros travail à faire pour resituer, recontextualiser ces objets, les inventorier, les documenter à la fois par des travaux sur archives, mais aussi des entretiens, et puis aller faire ce travail-là aussi sur ce qu'on pourrait appeler en quelque sorte des collections privées d'objets qui du coup seraient plutôt dans des locaux militants, dans des bureaux ou dans des domiciles personnels. Il y a un deuxième axe qui est un peu plus transversal, qui concerne l'étude des objets qui sont liés à la lutte contre l'aéroport, mais en fait aussi pour, parce qu'il y a aussi une association qui luttait pour la réalisation de l'aéroport à Notre-Dame-des-Landes, et les associations donc, qui s'occupaient de cette cause-là ont déposé leurs archives aux archives départementales entre la fin du confinement et encore tout récemment, d'où l'intérêt aussi du partenariat avec les archives départementales qui ont, au moment du dépôt de ces fonds, refusé la majorité des objets pour des raisons de problématiques de conservation. Donc on travaille depuis plusieurs mois sur ces archives et sur les objets de cette lutte. Là encore, travail sur archives, travail sur entretien. Il y a un aspect du travail qui coupe en quelque sorte perpendiculairement ces deux tâches, qui est la réalisation d'une base de données sur les objets, pour lesquels Julie nous a beaucoup aidé, puisqu'on a choisi de réaliser cette base de données sur Eurist. Et donc l'idée, c'est grâce à ce projet-là et aux premiers travaux qui sont faits, d'arriver à constituer cette base de données, commencer à l'alimenter, avec l'idée bien sûr qu'elle sorte après du cadre spécifique du projet en Pays de la Loire, pour pouvoir être alimentée par des chercheurs extérieurs et des centres d'archives aussi extérieurs. Certains centres d'archives ayant par exemple déjà fait des inventaires qu'il s'agit d'importer dans la base de données, et d'autres centres d'archives souhaitent d'ailleurs commencer le travail d'inventaire en lien avec le projet Matos. Voilà, qui a permis de susciter une dynamique dans les centres d'archives qui avaient conscience de cette problématique des objets, mais n'y avaient jamais consacré du temps ou des moyens
financiers, parce que voilà, le projet a permis de faire remonter cette question des objets dans l'échelle des priorités. Donc on est actuellement en phase de construction de cette base de données, et puis on commence à l'alimenter. L'intérêt de la base de données Eurist, c'est aussi de pouvoir l'ouvrir au grand public après, de pouvoir éventuellement générer un site internet qui permettrait de consulter les notices d'objets, d'en avoir une visualisation, de faire aussi des traitements pour les chercheurs. On peut coupler l'exploitation de la base de données Eurist avec des logiciels statistiques qui permettraient de faire des traitements en fonction des centres d'intérêt des chercheurs qui s'intéresseraient à cette base, que ça puisse être de l'histoire économique, de l'histoire esthétique, comme on disait tout à l'heure. La conclusion, en fait, c'est une conclusion, on va dire, en 2 temps. Le projet a démarré, en gros, au mois de septembre, à partir des idées qu'on avait déjà élaborées et qu'on avait donc soumis à l'appel en jeux sociétaux. Donc on est quand même relativement au début du travail mené. Sur l'échelle des 2 ans du financement en jeux sociétaux, on va continuer les tâches menées, et on va aussi s'orienter de plus en plus dans la 2e année vers des tâches de valorisation aussi du travail qui est déjà mené. On a 2 tâches principales, c'est d'élaborer, notamment en partenariat avec le Centre d'histoire du travail, des ateliers pédagogiques, enfin un atelier pédagogique qui serait à destination, on n'a pas encore tranché, mais soit des élèves de primaire, soit des élèves de collège ou des lycéens, et qui serait constitué autour de ces objets. On pense qu'il y a quelque chose à la fois ludique et assez parlant à construire autour des objets. Donc ça voilà, c'est un des aboutissements immédiats qu'on va envisager, sachant que les salariés du CHT ont l'expérience en fait de ce type d'atelier pédagogique. Et puis on a un projet d'exposition. En fait, c'est souvent, quand des objets militants sont dans les fonds d'archives, ils ont souvent été accueillis avec l'idée qu'ils puissent un jour servir à faire des expositions, parce qu'ils posent des difficultés de conservation, ils sont aussi extrêmement intéressants du point de vue de la valorisation. Donc voilà, il nous semble important d'aller vers quelque chose sous la forme d'une exposition, mais qui ne reposerait pas simplement sur les objets matériels, mais aussi sur tout ce qu'on a pu documenter sur l'histoire de ces objets. Donc s'appuyer aussi sur les entretiens qu'on aura faits, sur des sources photographiques ou des sources visuelles ou sonores ou encore écrites. L'idée de ce projet de 2 ans, c'est de pouvoir aller vers quelque chose de plus grande ampleur. Et donc, on est en train de commencer à préparer un dépôt de projet à ANR pour le pré-projet à l'automne et le projet définitif au printemps, si tout se passe bien, qui pourrait amener à une échelle beaucoup plus grande ce qu'on souhaite faire sur ces objets militants, et qui ferait de la Loire-Atlantique un terrain privilégié dans ce projet ANR qui en gros se déploierait d'un côté sur les pays de la Loire, je dis Loire-Atlantique mais dans le pays de la Loire, et de l'autre sur la Seine-Saint-Denis. Voilà, merci pour votre attention. Merci, Séverine Spey. Je vais céder la parole ensuite pour un dernier projet collaboratif qui est le projet Hésiode, Histoire et épistémologie des savoirs et des idées aux origines de l'écologie, donc qui est coporté par William Pillow à l'UTEMUS, donc docteur en histoire grecque, maître de conférence en histoire du monde grec antique à l'université d'Angers. Monsieur William a étudié en particulier, publié notamment un ouvrage sur la Grèce classique d'Hérodote à Aristote. Il coporte ce projet avec Bertrand Guest, qui est maître de conférence en littérature générale et comparée à l'université d'Angers, donc membre du 3LAM, qui est l'auteur, lui, d'un ouvrage sur les révolutions dans le cosmos, essai de libération géographique autour de Humboldt, Thoreau et Reclus. Et donc, il est spécialiste de l'essayisme révolutionnaire depuis le 19e siècle. Le dernier porteur du projet est Amandine Lafont, membre du Centre de recherche d'histoire atlantique, d'histoire internationale et atlantique, donc le CRHIA. Amandine Lafont
est agrégée de lettres classiques, docteur en études grecques, et elle a soutenu notamment en 2016 une thèse sur l'anarchia en Grèce antique. Donc voilà, elle collabore également à ce projet dont vous allez nous dessiner les contours. Je vous cède la parole pour 10 minutes environ. Alors merci pour cette présentation introductive. Je corrige juste le prénom Amarande et non Amandine. Pour Amarande oui, pardon, Amarande, voilà. Je l'ai sous les yeux en plus. Donc voilà, comme cela vient d'être rappelé, hein, le programme Hésiode donc a bénéficié d'un financement amorçage de la MSH Ange Guépin en 2021, puis maturation en 2022. Dans les deux cas, l'équipe d'Hésiode a été soutenue par le laboratoire TEMOS, dont je suis membre, par le laboratoire 3 Lames et par la SFR Confluence. Donc j'ai plaisir aujourd'hui à remercier ces différentes institutions et je suis très heureux de pouvoir présenter ici donc en quelques minutes ce programme, nos travaux et nos perspectives de recherche. Alors nous sommes partis d'un constat, hein. La crise écologique à laquelle l'humanité doit faire face constitue l'un des principaux enjeux du monde contemporain et des années à venir. Et dans ce contexte, comme déjà lors d'autres crises passées, l'héritage classique, celui de la tradition grecque antique en particulier, peut être sollicité pour offrir, si ce n'est un modèle à suivre, hein, il ne s'agit pas de rechercher un modèle, mais du moins une mise en perspective historique et culturelle, en mesure de féconder la réflexion contemporaine face aux enjeux du temps présent. Donc c'est sous ces auspices que nous nous plaçons, d'où le choix hein, dans cet acronyme de renvoyer au poète de l'époque archaïque, Hésiode, hein, l'auteur de la Théogonie, des Travaux et des Jours. Alors encore faut-il que cette tradition grecque antique reste accessible, vivace, sans être oubliée, figée ou travestie, dénaturée ou instrumentalisée. Donc notre volonté en tant que enseignant-chercheur hein, à l'origine de ce projet, c'était de répondre à ces enjeux, de nous engager dans une démarche de recherche-action, de ne pas rester cloisonnés dans nos propres travaux de recherche ou nos seules institutions, de ne pas nous placer hors du monde et de la société. Alors le programme Hésiode, il entend donc mener une réflexion large sur les représentations grecques des relations entre l'humain et ce que nous appelons la nature, et la question de leur réception de l'Antiquité à nos jours, à travers donc une approche de recherche-action combinant résolument sciences participatives et démarches interdisciplinaires. Alors c'est pourquoi nous avons cherché à réunir des anthropologues, des historiens, des spécialistes de lettres classiques, de philologie, mais aussi hein, d'astrophysique, de sciences de la vie et de la terre, d'écologie et de philosophie. Alors d'un point de vue historiographique, nous avons voulu discuter la thèse actuellement dominante en philosophie environnementale, selon laquelle la pensée grecque antique serait à l'origine de la rupture entre nature et culture, qui caractérise ce que Philippe Descola définit comme le naturalisme occidental, c'est-à-dire une cosmologie propre à l'Occident moderne et à la civilisation thermo-industrielle qui est la nôtre, qui a les conséquences écologiques que nous connaissons. Alors pour ma part, dans mes propres travaux de recherche, centrés sur l'épigraphie grecque et non pas sur des sources littéraires, hein, l'identité des cités grecques de Troade, en lien avec leur environnement naturalisé, faisait une grande part à la sacralisation de l'environnement, à l'agentivité des éléments naturels, toutes choses qui correspondent fort mal, à vrai dire, au naturalisme occidental. Et donc il s'agissait de ce point de vue de restituer la diversité des approches grecques de ce que nous appelons la nature. Alors, nous suivons une double démarche. D'abord, donc, ce sera les deux points de la présentation, hein, animer un séminaire interdisciplinaire, donc réunissant des spécialistes de disciplines diverses autour d'objets transdisciplinaires étudiés collectivement, et donc séance par séance. Je vous en donnerai quelques exemples. Et puis, dans un deuxième aspect, hein, mais ce sont vraiment les deux jambes du projet, partager ces réflexions avec la société civile, donc en participant à des événements grand public, de valorisation et de diffusion, mais aussi en intervenant en milieu scolaire, en lycée et à l'INSPE, dans une démarche de co-construction. Alors, un premier exemple d'une première séance que je n'ai pas présentée ici dans le diaporama, parce que c'est quelqu'un que nous ne sommes pas allés chercher très loin, c'est Frédéric Leblé qui a ouvert la première séance, donc lui je ne le présente pas, mais je le salue simplement. Et je le remercie donc d'avoir porté avec nous cette première séance et d'avoir accompagné tout au long de ces 2 années 2021 et 2022 le projet, donc une réflexion préliminaire sur les rapports entre mythe et savoir dans l'Antiquité, et donc une table ronde à la suite de cette conférence sur ce que cela peut apporter à notre réflexion aujourd'hui, notamment dans la construction de ce qu'on appelle aujourd'hui les grands récits.
Et puis, dans un autre exemple, hein, la deuxième séance, donc vous avez sous les yeux, donc autour d'une notion donc interdisciplinaire qui est l'ordre, cosmos ou la mesure, métron, nous avons réuni donc un astrophysicien, Paco Delva, et un philosophe spécialiste du corpus platonicien, Sébastien Bassu. Autres exemples, nous avons réuni autour du concept de nature, donc l'anthropologue spécialiste du monde grec antique Claude Calame et un professeur de philosophie spécialiste d'épistémologie des sciences et travaillant lui en école d'ingénieur, Fabrice Flippo. Nous avons également, nous avions organisé ces séances ici même, hein, à la Maison de la Recherche Germaine-Thion à Angers, mais nous avons eu le souci aussi de nous déplacer à Nantes, et donc nous avons organisé également une séance à la MSH Ange-Guépin de Nantes, où nous avons été fort bien reçus, et nous avions pu écouter donc Sébastien Dutreuil, philosophe et chargé de recherche au CNRS, qui lui est un spécialiste de l'hypothèse Gaïa, et donc nous avions pu ouvrir une discussion avec lui sur les liens entre cette figure de déesse grecque antique Gaïa et ce que James Lovelock a appelé l'hypothèse Gaïa, pour repenser les relations entre le vivant et les milieux. Nous avons aussi organisé un atelier sur 2 jours réunissant différents chercheurs autour d'un concept qui n'est pas un concept antique, même s'il prend des termes grecs, celui de biophilie, hein, forgé par l'entomologue Wilson, et en posant la question de l'existence de biophilie antique. Et donc nous avons à cette occasion pu nouer un réseau de chercheurs, notamment hors de la région Pays de la Loire, hors des limites nationales, mais aussi donc en invitant Brooke Holmes, donc de l'université de Princeton par exemple. Et donc ce réseau de chercheurs, il a débouché sur la construction d'un consortium, hein, pour déposer une candidature ANR à l'appel 2023. L'autre aspect donc du projet que j'évoquais, donc c'est auprès du grand public, et donc c'est une série de participations à des événements, donc les nocturnes de l'histoire, donc plus spécifiquement pour notre discipline l'histoire, mais également la fête de la science, la nuit européenne des chercheurs, les journées de l'Antiquité à l'Institut municipal d'Angers, le cycle Cine et Légendes d'une association angevine, etc. Je vous en ai mis 2 exemples ici. Et en milieu scolaire, donc nous avons noué un partenariat avec l'INSPE de Nantes sur le site d'Angers pour intervenir dans le cadre de la formation des étudiants de Master MEF et des lauréats du concours du CAPES dans les journées de formation générale, c'est-à-dire interdisciplinaire, en invitant également donc pour cette occasion un spécialiste des sciences de l'éducation qui s'intéresse au rôle de la nature dans l'enseignement et de l'enseignement en extérieur, donc Sylvain Vagnon, et nous avons animé donc une table ronde en extérieur justement, d'où les quelques photos que j'ai mises ici à cette occasion. Et puis donc nous avons décliné le projet avec un financement spécifique d'un AMI, appel à manifestation d'intérêt du Conseil scientifique de l'Université d'Angers, donc intitulé Filia, qui est encore en cours, et avec lequel donc nous intervenons dans 3 établissements que nous avons ciblés, 2 donc dans l'académie de Nantes, à Cholet et à Angers, et 1 en Seine-Saint-Denis, ce qui fait d'ailleurs un lien avec le projet qui a été présenté tout à l'heure. Et donc, dans ces séances, nous intervenons dans le cadre de cours, donc avec des enseignants du secondaire qui nous invitent sur leur temps de cours pour échanger avec les élèves et co-construire donc cette réflexion sur ce que les textes antiques et les sources antiques en général peuvent apporter pour penser la crise écologique actuelle. Donc ça, c'est le projet Filia, qui est une déclinaison du programme Hésiode. Et donc nous avons, je vous le disais, donc répondu à un appel à projet de l'ANR, donc sur l'appel spécifique Science avec et pour la société, pour lequel donc nous avons eu malheureusement un retour négatif, mais des critiques qui nous ont amené bien à repenser, à remanier notre projet que nous avons déposé à présent auprès du Centre des politiques de la Terre de l'Université Paris Sciences et Lettres et de Sciences Po Paris. Et là, nous sommes encore en attente d'une réponse pour cette candidature. Enfin, nous avons, donc je vous le disais, constitué un réseau de chercheurs qui
qui en ce moment même donc rédige, et Frédéric Leblay en fait également partie, impliquant 6 MSH, donc évidemment Ange Guépin de Nantes, mais également donc Tours, Nanterre, Aix, Montpellier, Toulouse, je crois ne rien avoir oublié, pour répondre à l'appel du réseau national inter-MSH, pour présenter justement un projet plus ambitieux qui implique ces différentes MSH, avec le même souci donc d'organiser des temps d'échange entre disciplines différentes. Voilà, j'ai fait le plus bref possible pour rattraper un petit peu le retard que nous avions. Merci. Merci. Donc la parole est aux différentes, aux intervenants qui souhaitent poser des questions, soit à Nantes, à Angers ou au Mans. Je m'interrogeais sur le fait, de participer et d'animer auprès des populations. On l'a expérimenté un peu aussi avec divers projets. Il y a aussi des formes de difficultés d'associer le grand public à des projets collaboratifs en particulier. Quelle résistance, d'une certaine manière, aux difficultés les uns les autres avez-vous rencontré, et comment cherchez-vous finalement à les dépasser pour réellement développer cette dimension territoriale et citoyenne? Je veux bien répondre si vous voulez. Alors, je pense pas qu'on ait rencontré de résistance spécifique, mais je relèverai 2 points. D'abord, il faut le dire, lorsque nous avons organisé par exemple en lycée des rencontres avec les éco-délégués, c'est-à-dire donc les délégués de classe qui sont chargés des questions d'écologie dans leur établissement, nous avons rencontré un fort enthousiasme qu'il faut souligner, parce que ces élèves étaient ravis en fait que on s'intéresse à leurs préoccupations, qu'on leur donne la parole et qu'on les écoute, qu'on prenne le temps d'échanger avec eux. Les éventuelles réticences, puisque résistances, que nous avons rencontrées, elles sont venues peut-être de l'institution, dans la mesure où les chefs d'établissement avaient une relative inquiétude à l'organisation de ces séances, dans certains lycées, notamment du fait, je pense ici au lycée de Seine-Saint-Denis, au risque de troubles que pourrait occasionner la venue de plusieurs étudiants dans l'établissement, puisque nous nous déplaçons avec des étudiants qui font pleinement partie du projet, qui sont des étudiants de master en master PRH, pratique de recherche historique, de l'université d'Angers. Et donc nous avions eu des consignes très strictes à cet égard, mais tout s'est bien passé, et ces inquiétudes ont finalement été levées par le fait que les séances se sont très bien passées. Voilà les éléments de réponse que je pourrais apporter en ce qui concerne le programme Hésiode. Alors, si je peux répondre pour le programme Matos, on ne peut pas dire qu'on ait rencontré de difficultés pour l'instant, et au contraire même, en fait, toutes les personnes à qui on parle du projet ont plutôt une réaction assez enthousiaste, et parfois il faut même freiner les ardeurs, parce qu'en face, les forces humaines sont quand même limitées, le temps disponible aussi. Donc on en rencontrera peut-être dans la suite du projet, mais pour l'instant ça n'a pas été le cas. Et je rejoins le fait que finalement pour l'instant les difficultés qu'on a rencontrées sont plutôt, elles sont pas énormes, mais elles sont plutôt entre guillemets institutionnelles, c'est-à-dire que quand on travaille avec des structures extérieures à l'université, parfois c'est un peu compliqué, et donc quand on a un stagiaire de l'université d'Angers qui va venir travailler dans une structure privée à Nantes, qui va être supervisé par quelqu'un qui est à l'université de Nantes et qui va être financé, gratifié par la MSH, ça donne des conventions de stage qui sont un petit peu complexes à réaliser. Donc voilà, c'est pas des difficultés insurmontables, mais c'est vrai que c'est des choses qu'il faut avoir en tête, que le décloisonnement n'est pas toujours en phase avec le cloisonnement de nos institutions. Y a-t-il d'autres questions? On en avait tout à l'heure, parce qu'évidemment, pendant l'interruption, on a échangé un peu sur la cartographie, sur les différents projets. Est-ce que à Nantes, Angers ou au Mans, vous avez des questions sur les différents projets en eux-mêmes, sur leur contour? Moi, je vais noter de façon tout à fait intéressante qu'évidemment, ils sont ancrés sur le territoire de la région Pays de Loire, mais on a bien saisi que beaucoup de partenariats se font également
largement sur le Grand Ouest et au-delà. On a vu apparaître quand même aussi les régions Normandie, Bretagne, et donc des partenaires à la fois universitaires, mais aussi des collectivités territoriales ou des associations, donc partenaires privés ou publics. Donc cette dimension-là, elle est intéressante. On est vraiment au-delà du territoire dont on parle ce matin. Et Guillaume, tu parlais de structuration spatiale des territoires, et on est bien là aussi dans une dimension que l'on voit se dessiner et qui dépasse largement l'ancrage régional, donc sur lesquels sont évidemment situés institutionnellement nos laboratoires. Voilà, donc je vous laisse les uns les autres poser des questions plus précisément sur chacun des projets si vous le souhaitez. Voilà. Oui, bonjour. J'avais une question, parce que finalement, merci beaucoup pour toutes ces présentations. Dans toutes ces présentations, il y a une dimension qui a été appelée soit collaborative, soit participative, soit citoyenne. Ce qui déjà interroge sur le terme, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on est derrière. Et finalement, il y a des fois où on est sur des participations citoyennes qui s'intègrent dans des épistémologies de recherche, ce qui est votre cas, vous, dans la collecte. Alors que dans d'autres cas, on est dans de la diffusion des résultats, c'est pas tout à fait la même part de la participation citoyenne. Et sans doute que la situation de participation, elle est à clarifier. Et justement, c'est sur ce point-là, je voulais savoir précisément, dans le cas du projet Enjeu, enfin du programme Enjeu, et dans le cas notamment des participations des enfants, dans les conseils participatifs, et de la même manière, la question je me la suis posée aussi pour le projet Murus, pour les murailles, c'est qui sont les participants, comment ils sont définis, désignés, ou se désignent eux-mêmes, et quelle est la part de leur parole, enfin quelle est la fonction de leur participation dans le projet. Merci beaucoup. Pour Murus, alors vous soulevez effectivement une question qu'on s'était pas posée, à vrai dire, quand on a monté le projet, mais que heureusement on s'est posé ensuite, c'est-à-dire avant d'organiser des ateliers participatifs, grâce notamment à une formation dont on a pu bénéficier via notre cellule de culture scientifique et technique, sur justement les ateliers participatifs et la notion de participation, parce qu'il y a quand même plusieurs échelles. Et ça va de la discussion, de l'échange, de la valorisation à véritablement les citoyens comme acteurs du projet, c'est-à-dire que tout le monde est expert, c'est-à-dire qu'il y a en fait une parole d'expert qui est équivalente, quel que soit le statut finalement du participant. Et donc, c'est ce qu'on a essayé de mettre en œuvre dans les ateliers participatifs. Et comment les gens sont-ils sélectionnés? C'est aussi notre difficulté, c'est-à-dire que il y a des réseaux identifiés, bien entendu, mais ces réseaux identifiés peuvent créer des biais, puisque eh bien, on va toucher peut-être des participants qui sont experts dans la mesure où ils ont développé en fait des savoirs de manière amateur dans leur propre vie quotidienne. Et donc l'idée c'était effectivement d'élargir les réseaux, la communication, tout en essayant de résoudre une équation qui n'est pas simple, c'est-à-dire utiliser les réseaux de la ville, mais enfin utiliser des réseaux identifiés par la ville, mais sans que la sollicitation soit estampillée institutionnellement. Et ça, c'est quelque chose qu'on a essayé de faire, mais qu'il faudra continuer à travailler, parce que clairement, les premiers résultats n'ont pas, alors sont tout à fait fructueux pour nous évidemment, puisqu'on a fait un recueil de la mémoire citoyenne, mais sans forcément toucher aussi largement un public aussi large qu'espéré. Donc, on va continuer à travailler. Alors, on est dans une phase d'élaboration de nos méthodes, et il est évident que ce projet-là nous permet de tester en fait notre mode opératoire et éventuellement et bien entendu de le faire progresser. Ça, c'est sûr. Je vois Guillaume qui acquiesce. Je pense que ces problématiques sont celles finalement de tous ceux qui envisagent ce type
de démarche. Oui, et puis la question effectivement est double, hein, puisque dans le cadre de l'Atlas, on est typiquement dans une problématique de diffusion, d'aller à la rencontre, d'expliquer en fait. Mais c'est vrai que si on descend plus finement à l'échelle de l'atelier pose évidemment toujours la question du degré de participation, surtout dans un contexte aussi français, on connaît, avec cette opposition entre démocratie représentative et participative. Donc on sait que mobiliser les citoyens, c'est jamais un exercice très évident. Donc on aime effectivement pouvoir faire participer, mais encore faut-il que le public vienne aussi à notre rencontre. Et c'est toujours un exercice, je dirais passionnant, mais aussi extrêmement délicat à mener, puisque il faut arriver à maintenir le degré de participation, faire parler aussi ceux qui ne souhaitent pas parler, enfin avec des modes justement des méthodologies qui sont assez diverses et puis qui parfois restent aussi à inventer au regard du contexte. On est aussi sur je dirais de la haute couture très locale pour arriver à faire en sorte qu'il y ait un public qui participe, qui soit actif, moteur. Et je sais que vous avez mobilisé notamment beaucoup de photographies. C'est un support qui est, je trouve, extrêmement intéressant à mobiliser, parce que les gens, voilà, on rentre finalement dans cet affect dont je parlais lors du début de la présentation, et puis qui fait qu'on peut tirer des fils et des représentations plurielles pour arriver finalement à construire avec les moyens dont on dispose. Et avec beaucoup je pense, de modestie et d'humilité dans les approches aussi.